Ici, l'histoire des premiers Américains n'était pas celle qu'on vous a toujours racontée. Pendant des décennies, on a appris que les premiers humains étaient arrivés en Amérique il y a environ 13 000 ans, depuis l'Asie, en traversant le détroit de Bering. Une histoire simple, trop simple. Aujourd'hui, l'archéologie, le climat et surtout la génétique racontent une toute autre histoire. Une histoire bien plus ancienne, bien plus complexe. Des empreintes humaines vieilles de plus de 23 000 ans, des sites archéologiques qui repoussent les dates de plusieurs millénaires, des génomes anciens qui révèlent des mélanges de populations inattendues. Alors une question fondamentale se pose. Quand les premiers humains sont-ils arrivés en Amérique? D'où venaient-ils exactement? Étaient-ils uniquement issus d'Asie de l'Est ou portaient-ils aussi un héritage venu d'ailleurs? Comment expliquer la présence de gènes européens chez certains Amérindiens bien avant Christophe Colomb? Et pourquoi retrouve-t-on au cœur de l'Amazonie des traces génétiques liées à des populations d'Australie et de Mélanésie? Un génome ancien, celui du garçon de Malta, enterré en Sibérie il y a plus de 24 000 ans, pourrait bien détenir la clé de ce grand mystère. On va remonter le temps, traverser les glaces de la Béringie, suivre les premières migrations humaines, faire le tour des hypothèses les plus controversées et découvrir comment la génétique a complètement réécrit l'origine réelle des premiers peuples des Amériques. De quand date la première occupation humaine des Amériques? L'hypothèse d'une présence humaine il y a plus de 100 000 ans. Le continent américain aurait-il été déjà occupé par une espèce humaine depuis plus d'une centaine de milliers d'années? Une étude publiée en 2017 dans la revue Nature a complètement bousculé ce que l'on pensait savoir sur le premier peuplement des Amériques. Selon ces chercheurs, une espèce humaine aurait vécu en Amérique du Nord, en Californie, tenez-vous bien, il y a plus de 130 000 ans. À San Diego, ils découvrent des os de mastodontes fracturés comme si une espèce humaine inconnue les avait brisés volontairement. À côté, deux pierres étonnantes, l'une ressemblant à une enclume, l'autre à un marteau préhistorique. Si cela est vrai, alors l'impensable se dessine. Une présence humaine ou préhumaine bien plus ancienne que tout ce que l'on imaginait jusqu'ici. Mais de nombreux spécialistes restent sceptiques. Pour eux, ces pierres ne sont pas des outils, mais de simples galets déplacés par l'eau ou endommagés par des travaux modernes lors de la construction d'une route sur le site. Aucun hominé n'aurait mis les pieds en Amérique à une époque aussi reculée. Pourtant, en 2020, une nouvelle analyse apporte des arguments troublants. Elle révèle des micro-résidus osseux incrustés uniquement sur les surfaces d'impact des pierres comme après un choc violent et maîtrisé. Alors que s'est-il vraiment passé sur le site de Siroti? Était-ce la toute première présence humaine en Amérique ou un artefact créé par le temps et les machines modernes? D'autres découvertes seront nécessaires pour éclaircir ce mystère. Mais pour l'instant, les preuves ne sont pas suffisantes pour l'affirmer. Les premières traces de présence humaine sont beaucoup plus récentes. L'hypothèse d'une origine européenne, théorie d'un peuplement solutrien. Et si l'histoire du peuplement de l'Amérique avait commencé en Europe? Certains chercheurs ont un jour osé avancer cette idée incroyable, celle des Solutriens, une culture préhistorique qui a prospéré en France, en Espagne et au Portugal entre 22 000 et 17 000 ans avant notre ère. Selon cette théorie, ces groupes humains auraient traversé l'Atlantique il y a près de 20 000 ans en longeant la banquise à bord de petites embarcations. Un voyage presque inconcevable où ils auraient survécu comme les Inuits actuels, chassant sur la glace, suivant les icebergs, progressant lentement d'un rivage gelé à l'autre. Une épopée fascinante, mais peut-on vraiment y croire? Les partisans de cette théorie avancent deux arguments clés. D'abord, les célèbres feuilles de laurier solutriennes présentent des similitudes troublantes avec certains outils de la culture Clovis en Amérique du Nord. Une ressemblance qui a nourri l'idée d'une mystérieuse French Connection préhistorique. Ensuite, l'argument génétique. La plus groupe mitochondrial X, et plus précisément sa branche X2A, présent en Europe occidentale et en Amérique du Nord, mais quasiment absent en Asie de l'Est.
Pour certains chercheurs, cela suggérerait l'existence d'un ancien lien génétique direct entre les deux continents. Mais malgré ce récit séduisant, aucune preuve de navigation transatlantique à cette époque. De plus, un écart chronologique trop important, plus de 5000 ans, sépare les deux cultures. Ils ne sont pas contemporaines. Même les industries lithiques sont en réalité très différentes. Pour la grande majorité des paléoanthropologues, les ressemblances des pointes de lance amérindiennes et solutriennes ne seraient dues qu'à une évolution parallèle. Deux populations distinctes, confrontées aux mêmes besoins, peuvent très bien inventer des outils assez similaires. Un exemple, l'agriculture est apparue presque simultanément dans plusieurs régions du monde sans contact entre elles. Quant à l'argument génétique, lui aussi n'a pas résisté aux dernières découvertes scientifiques. Il ne va pas dans le sens d'une migration venue d'Europe. L'histoire de l'appel groupe X est en réalité beaucoup plus simple et beaucoup plus terre-à-terre, un jeu de mots qui correspond bien aux faits. Nous expliquerons tout cela un peu plus tard dans cette vidéo. L'hypothèse Clovis First. Pendant des décennies, une idée a dominé l'histoire du peuplement des Amériques, l'hypothèse Clovis First. Selon ce modèle, les premiers humains seraient arrivés relativement tard à la fin de la dernière période glaciaire avant de se répandre très rapidement sur l'ensemble du continent. Mais pour comprendre cette théorie, il faut d'abord remonter très loin dans le temps, à une époque où l'Amérique du Nord n'avait rien à voir avec le continent que nous connaissons aujourd'hui. Il y a environ 40 000 ans, le climat de l'hémisphère nord commence à basculer. Les températures chutent progressivement et d'immenses calottes glaciaires se forment au nord du continent américain. Au fil des millénaires, la glace gagne du terrain. L'Amérique du Nord se transforme lentement en un monde polaire, un paysage extrême comparable par certains aspects à l'Antarctique actuelle. Vers 24 000 ans avant le présent, la planète atteint ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire. À ce moment-là, 3 gigantesques calottes dominent l'Amérique du Nord. La calotte des Laurentides, qui recouvre la majeure partie du Canada actuel, la calotte de la Cordillère, le long des montagnes du Pacifique, et le Groenland entièrement englacé. Certaines régions sont alors enfuies sous plusieurs kilomètres de glace. Dans la région de Montréal, par exemple, l'épaisseur de la glace dépasse 3 kilomètres. Et pourtant, tout le continent n'est pas figé. À cause de la baisse massive du niveau des océans provoquée par l'accumulation d'eau sous forme de glace, l'Asie et l'Amérique sont reliées par un immense territoire, la Béringie. Cette région, qui englobe l'actuel détroit de Bering, l'Alaska et une partie du Yukon, reste étonnamment libre de glace, même au cœur du froid extrême. La Béringie devient alors l'un des seuls refuges possibles pour des groupes humains en Amérique du Nord. En 2017, une étude publiée dans la revue PLOS ONE bouleverse profondément le calendrier du peuplement nord-américain. Des chercheurs canadiens démontrent que des groupes humains ont occupé l'extrême nord du continent dès 24 000 ans avant le présent. L'analyse de dizaines d'ossements découverts dans les grottes du Poisson Bleu, au nord du Yukon, révèle des marques de découpe laissées par des outils humains. Il s'agit aujourd'hui des plus anciennes preuves d'occupation humaine connues au Canada. Mais ces groupes humains ne peuvent pas aller plus loin. À cette époque, le reste de l'Amérique du Nord est totalement bloqué par la glace. Les calottes des Laurentides et de la Cordillère forment une barrière gigantesque et infranchissable vers le sud. Résultat, ces populations restent piégées en Béringie et dans le nord du Yukon pendant plus de 8000 ans, isolées du reste du continent. Vers 18 000 ans avant le présent, le climat commence lentement à se réchauffer. Les conditions deviennent un peu moins hostiles, suffisamment pour permettre à des groupes humains de circuler sur de longues distances, de s'installer temporairement et de suivre les grands troupeaux de mammifères. Dans le cadre strict de l'hypothèse Clovis First, le peuplement des Amériques ne dépasserait donc pas 15 000 ans avant le présent. Avant même l'ouverture du corridor intérieur, un autre passage devient envisageable. Le long de la côte pacifique, les glaciers de la Cordillère commencent à reculer
ils ouvrent progressivement un couloir maritime ponctué de zones libres de glace. Vers 15 000 ans, des groupes humains auraient pu longer cette côte en naviguant ou en progressant à pied, là où la vie recommence à apparaître. Cette hypothèse propose une alternative au scénario strictement continental de Clovis First. Après le pic du froid, un événement majeur se produit. Les calottes des Laurentides et de la Cordillère commencent à se séparer. Un passage s'ouvre entre elles, le corridor glaciaire. Il relie directement la Béringie aux grandes plaines d'Amérique du Nord. C'est une véritable porte d'entrée vers le sud du continent. Vers 13 000 ans apparaissent les traces humaines les plus répandues sur le continent. Elles correspondent à ce qu'on appelle la culture Clovis, qui se distingue par ses outils emblématiques, les célèbres pointes Clovis. Ces chasseurs-cueilleurs poursuivent les grands herbivores, mammouths, bisons, wapitis et parcourent des territoires immenses. Selon cette hypothèse, appelée Clovis First, en moins de 1000 ans, ils atteignent l'Amérique du Sud. Leur expansion rapide pourrait même avoir contribué à l'extinction de nombreux mammifères géants vers 11 000 ans avant le présent. La génétique apporte une pièce essentielle au puzzle. Les chercheurs analysent les restes d'un enfant mort il y a 12 600 ans, connu sous le nom d'Anzique I, directement associé à la culture Clovis. Résultat, Anzique I est un ancêtre commun à l'ensemble des Amérindiens actuels. Un élément majeur vient cependant fragiliser ce modèle. Des sites situés à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, au Chili, sont plus anciens que l'ouverture du corridor glaciaire et même que la route côtière pacifique. Alors les Clovis étaient-ils vraiment les premiers? À la lumière des découvertes archéologiques et génétiques les plus récentes, la réponse semble désormais claire, non. L'hypothèse avant Clovis. Pendant longtemps, le modèle Clovis First a dominé l'histoire du peuplement des Amériques. Mais de plus en plus de travaux de recherche publiés ces dernières années remettent en question cette hypothèse d'un peuplement des Amériques il y a seulement 13 000 à 14 000 ans. Aujourd'hui, il a laissé place au modèle post-glaciaire, nommé aussi l'hypothèse avant Clovis, qui repousse les dates. Plusieurs sites des Amériques contredisent l'idée d'une occupation humaine il y a seulement 13 000 ans. Il serait trop lent et fastidieux de faire le tour de tous ces sites. On citera ici seulement les plus reconnus et dont la datation est peu ou pas du tout contestée. Le site de Monteverde. Parmi ces sites archéologiques, Monteverde, découvert au Chili, à l'extrême sud du continent américain, est daté de 14 500 ans. Des outils en pierre, en bois et en os, très différents de ceux de Clovis, y ont été découverts. Il montre que plus d'un millénaire avant l'apparition de la culture Clovis en Amérique du Nord, des humains modernes avaient déjà atteint le point le plus éloigné de l'Amérique du Sud. Une question se pose. Comment ces populations amérindiennes auraient-ils pu parcourir plus de 11 000 kilomètres et occuper des régions aussi vastes et éloignées, alors que les vestiges de culture Clovis les plus anciens dans les plaines américaines datent tout au plus de 13 500 ans. Le corridor entre la Béringie et les plaines des États-Unis ne serait ouvert qu'entre 14 000 et 15 000 ans. Cela implique une colonisation extrêmement rapide du continent. Les chercheurs pensent que cette migration rapide a dû s'effectuer non pas par le corridor intérieur, mais plutôt par la route côtière pacifique. Pourquoi? Parce que ce littoral regorgeait d'algues, de poissons et d'autres ressources marines abondantes. En quelques millénaires seulement, ces populations atteignent le sud du Chili, comme en témoigne le site de Monteverde, daté d'au moins 14 500 ans. Mais ce site n'est pas le seul avec des dates d'occupation plus anciennes que 13 000 ans. Galt au Texas. En 2018, une étude publiée dans Science Advances suggère que des humains vivaient dans le sud des États-Unis bien avant la culture Clovis. Au cœur du Texas, le site de Galt révèle, sous les célèbres couches Clovis, couvre des milliers d'artefacts témoins d'une culture pré-Clovis différente et plus ancienne,
les datations repoussent la présence humaine à il y a 16 à 20 000 ans. On y trouve même des pierres gravées parmi les plus anciennes formes d'art connues en Amérique. La grotte du Chiquihuite, au nord du Mexique. En 2020, une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature annonce une découverte majeure. Au nord du Mexique, dans la grotte du Chiquihuite, des chercheurs font une trouvaille exceptionnelle. Sous près de 3 mètres de sédiments, ils mettent au jour environ 1900 outils en pierre taillée fabriqués selon une technique jusqu'alors inconnue en Amérique. Les datations sont stupéfiantes. Ils suggèrent une présence humaine comprise entre 31 000 et 33 000 ans. Les empreintes de pas de White Sands. Tout récemment, en 2021, une étude publiée dans la revue Science apporte une nouvelle preuve spectaculaire d'une présence humaine dans ce qui est aujourd'hui le sud des États-Unis, il y a environ 23 000 ans. Dans les dunes du parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique, les chercheurs mettent au jour 37 empreintes de pas humaines parfaitement conservées. Nous sommes alors en pleine période du dernier maximum glaciaire. Un groupe humain, une femme portant un enfant, des adolescents et des enfants marchant et courant sur ces sols encore humides. Un décor difficile à imaginer aujourd'hui, car à cette époque, White Sands n'était pas un désert. C'était un paysage de prairies verdoyantes et de lacs peu profonds attirant une faune impressionnante. Des mastodontes, des paresseux géants, des loups, des lions et bien sûr des humains. Ces découvertes et bien d'autres encore repoussent la première migration vers les Amériques de plusieurs millénaires, voire de dizaines de millénaires, bien avant ce qu'affirmait la théorie Clovis First. Une nouvelle histoire des Amériques est en train d'émerger. Celle d'un peuplement bien plus ancien, d'un continent déjà habité depuis 24 000 à 30 000 ans. Mais une question demeure. Qui étaient réellement ces premiers Amérindiens pionniers, ces femmes, ces hommes et ces enfants qui se sont aventurés sur un continent où aucun humain n'avait jamais mis les pieds auparavant? Et surtout, quelle est leur histoire génétique? Histoire génétique des premiers Amérindiens. Pour comprendre l'origine des premiers Amérindiens, il faut aller au-delà des outils et des ossements et se tourner vers l'ADN. La génétique a l'avantage de conserver la mémoire des migrations humaines. Mais que dit la génétique sur le moment d'arrivée de ces premières populations amérindiennes? Une étude majeure, publiée dans Science en 2015, a analysé l'ADN des populations actuelles d'Amérique, de Sibérie et d'Océanie, ainsi que celui de 3 individus anciens clés. Parmi eux figure l'enfant de Malta, en Sibérie, daté de 24 000 ans, l'enfant d'Indzik en Montana, vieux de 12 600 ans, et un individu Sakak de Groenland, âgé de 4 000 ans. En comparant ces génomes, les chercheurs ont pu reconstituer l'histoire génétique des premiers peuples américains. Leurs résultats montrent que tous les Amérindiens, anciens comme actuels, descendent d'une population ancestrale originaire de Sibérie. Cette population se serait séparée des autres groupes asiatiques il y a environ 23 000 ans. Il aurait ensuite migré vers la Béringie, aujourd'hui submergée. Les groupes humains y seraient restés plusieurs millénaires. Vers 13 000 ans avant notre ère, cette population se serait divisée en 2 branches, donnant naissance aux lignées nord-américaines et sud-américaines. Mais une question essentielle demeure. D'où venaient ces premiers Amérindiens? De quelle région de la Sibérie orientale sont-ils partis et à quel peuple appartenaient-ils? En 2019, une publication majeure parue dans la revue Nature a révélé les résultats de l'analyse de l'ADN extrait de dents de lait découvert sur le site de la rivière Yana, à l'extrême nord-est de la Sibérie orientale. Ces dents appartenaient à 2 jeunes garçons ayant vécu il y a environ 31 500 ans. Leur ADN a ensuite été comparé à celui de populations anciennes et modernes d'Asie et des Amériques, permettant aux chercheurs de mieux comprendre les origines profondes des premiers peuples du Nouveau Monde.
Les résultats montrent que ces deux garçons appartenaient à un groupe de 40 à 500 personnes faisant partie d'une population qu'on appelle en génétique les anciens Sibériens du Nord, qui feraient partie des ancêtres des Amérindiens. Mais ce n'étaient pas les seuls. Il y a environ 36 000 ans, une autre population, appelée les Asiatiques de l'Est, se serait isolée suffisamment des autres populations d'Asie pour qu'ils soient distincts génétiquement. Autour de moins 24 000 ans, ces deux populations, les anciens Sibériens du Nord et les Asiatiques de l'Est, se sont rencontrés et métissés génétiquement quelque part en Béringie. Les Béringiens issus de ce mélange génétique ne formaient pas un seul groupe homogène. Avec le temps, ils se sont divisés en deux grandes populations distinctes. La première a tout simplement disparu sans laisser de descendants identifiables aujourd'hui. La seconde, en revanche, va jouer un rôle fondamental dans l'histoire du peuplement des Amériques. Entre 17 000 et 14 500 ans avant le présent, ces groupes commencent à migrer vers le sud en direction du continent américain. Mais pas par l'intérieur des terres. Ces populations progressent le long du littoral, probablement à l'aide d'embarcations, en suivant les rivages désormais accessibles. Au fil de leur expansion, ces groupes vont à nouveau se diversifier. L'un d'eux s'installe dans les territoires correspondant aujourd'hui à l'est du Canada et donnera naissance aux ancêtres des peuples algonquins. Un autre groupe poursuit sa migration encore plus au sud, devenant les ancêtres d'une grande partie des Amérindiens d'Amérique du Nord. Ce sont ces populations qui seraient à l'origine de la culture Clovis, longtemps considérée comme la plus ancienne du continent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon une étude publiée dans la revue Cell en 2018, les peuples amérindiens d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud descendraient génétiquement d'une autre branche. Une population distincte qui aurait migré indépendamment en longeant la côte Pacifique et la cordillère des Andes pour atteindre directement ces régions. Mais comment expliquer la présence de gènes d'autochtones d'Australie et de Mélanésie chez certains Amérindiens d'Amérique du Sud? L'étude parue dans Science en 2015 exclut l'hypothèse d'une origine génétique polynésienne à travers le Pacifique ou d'une origine européenne à travers l'Atlantique. Mais cette étude n'arrive pas à expliquer une contradiction. S'il n'y a pas eu de migration à travers le Pacifique, comment se fait-il qu'on retrouve des gènes austro-mélanésiens chez certaines populations amérindiennes d'Amazonie? Une équipe de chercheurs, dirigée par le généticien David Reich, a publié en 2015 une autre étude dans la prestigieuse revue Nature. Les chercheurs ont fait une découverte surprenante. Certains peuples actuels d'Amazonie, les Suroé, des îles Aleutiennes, portent dans leur ADN une petite part entre 1 et 2% d'une ascendance commune avec les populations actuelles d'Australie, de Nouvelle-Guinée et des îles Andaman. Cela ne signifie pas que ces peuples viennent directement de ces régions. Les différences génétiques observées racontent une autre histoire. Selon les scientifiques, cette parenté proviendrait d'un groupe humain aujourd'hui disparu, surnommé la population Y. Cette population aurait vécu quelque part en Asie de l'Est et aurait transmis ces gènes à la fois aux ancêtres des paléo-américains et aux populations australo-mélanésiennes. Les habitants des îles Aleutiennes ou certains de leurs ancêtres auraient pu migrer le long de la côte Pacifique et se mélanger aux populations autochtones d'Amérique du Sud quelque temps après le peuplement initial des Amériques, apportant ainsi ce mystérieux signal génétique. Et comme les Amazoniens sont aujourd'hui très éloignés génétiquement de cette population Y, une chose est claire. Cet héritage est très ancien. Il remonterait à l'une des toutes premières vagues de migration vers les Amériques, bien avant l'histoire que l'on croyait connaître. Mais qu'en est-il de la présence des gènes européens chez les Amérindiens? Comme nous l'avons déjà mentionné, l'hypothèse d'une migration de chasseurs-cueilleurs solutriens qui auraient traversé l'Atlantique ne s'appuie sur aucun argument scientifique. Mais alors, comment expliquer les traces de gènes européens dans l'ADN des Amérindiens bien avant la découverte des Amériques par Christophe Colomb?
Une étude parue dans Nature en 2013 apporte une explication simple et convaincante. Il y a 24 000 ans, près du lac Baïkal, en Sibérie, un enfant est enterré sur le site paléolithique de Malta. Des millénaires plus tard, les scientifiques parviennent à extraire son ADN. Il est publié dans la revue Nature. Et ce génome va bouleverser notre compréhension des origines du peuple amérindien. En comparant l'ADN de cet enfant à celui des populations actuelles, les chercheurs font une découverte majeure. Les Amérindiens ne descendent pas uniquement des populations d'Asie de l'Est, comme on l'a longtemps cru. Une part importante de leur héritage génétique provient d'une ancienne population sibérienne du Paléolithique, elle-même apparentée aux Eurasiens occidentaux. Plus surprenant encore, l'ADN mitochondrial de l'enfant de Malta, transmis par la mère, appartient à l'aplogroupe U, typique de l'Europe de l'Ouest, de l'Afrique du Nord et de l'Eurasie. Un résultat totalement inattendu en Sibérie. Son chromosome Y, transmis par le père, quant à lui, est à l'origine de nombreuses lignées amérindiennes actuelles. Les scientifiques estiment ainsi que 14 à 38% des ancêtres des Amérindiens proviendraient de cette population sibérienne ancienne. Ce métissage aurait eu lieu après la séparation avec les Asiatiques de l'Est, mais avant la dispersion des premiers humains vers les Amériques. Cette découverte permet aussi d'expliquer un vieux mystère génétique. La présence de l'aplogroupe mitochondrial X chez certains Amérindiens, génétiquement proches des Eurasiens occidentaux, mais absents en Asie de l'Est. Les premiers habitants de l'Amérique étaient donc le fruit d'un mélange complexe entre populations d'Asie orientale et groupes humains sibériens porteurs d'un héritage eurasien occidental. Au terme de ce voyage, une chose est désormais claire. L'histoire des premiers Américains n'est ni simple ni linéaire. Il ne commence pas par une seule migration, à une seule date, depuis une seule région du monde. Il commence dans le froid extrême de la Sibérie, sur les plaines englouties de la Béringie, le long de côtes glacées et à travers des routes que nous commençons à peine à comprendre. Les premiers peuples des Amériques étaient des explorateurs, des survivants, des innovateurs. Ils portaient en eux un héritage génétique multiple, asiatique, sibérien et même eurasien occidental. Et surtout, arrêtons de dire que c'est Christophe Colomb qui a découvert les Amériques. Comment quelqu'un peut-il découvrir quelque chose qui est habité depuis plus de 30 000 ans? Ce sont ces premiers Amérindiens qui sont les vrais découvreurs des Amériques.